La Coupe du Monde, c'est comme une soirée. Il y a les heureux élus, les invités et les autres. En 2014, Mario Götze était l'homme de la situation, l'homme qui donne la Coupe du Monde à l'Allemagne. Et puis cette année, finalement, il fait le tour des shows télé, il accepte toutes les invitations et on lui ressort les vieux dos. Et ça m'a bien fait marrer. Vieux dos numéro 1, c'est parti. Oh. Et ça, on adore chez la First Team. Voilà, c'est parti pour la classe foot. Allez, entrez. Ça, on a... Le vendredi, c'est la classe foot, 33e émission de la saison. On est ravis de vous retrouver. Prenez place chez la First Team. Tranquillement, installez-vous. Toute l'actu foot, c'est sur YouTube en direct, non pas en direct, mais en différé à 18h, car nous sommes en direct de midi à 13h sur le stream avec vos questions, vos commentaires, comme d'habitude, sur le chat. Et puis, toute l'équipe qui est là, comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler Coupe du Monde, et tant mieux, parce qu'ils adorent le gazon russe. Erwan Abotret et Thomas Dufan sont ici présents et ravis d'être là. Je suis plus vodka russe que gazon russe, mais pourquoi pas. Tant mieux, j'apprécie. Tu sais, une vodka un peu poivrée là, c'est excellent. On n'en peut plus de le voir sourire désormais parce que le LOSC est maintenu. Maxime Orbet est avec nous, le directeur de la rédaction de notre partenaire Oh My Goal. Ça va, Max? La forme, et j'adresse un joyeux anniversaire à mon petit frère qui nous regarde en direct. Ah, joyeux anniversaire. Et enfin, il est incapable. Un petit coup de tam-tam pour notre frère. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, quand même. Incapable de nous choper le moindre maillot de l'équipe de France, mais c'est pourtant le taulier de la FFF, Emmanuel Moine. Salut les amis, ouais, tu parlais de Lille, mais il y a deux clubs en tout cas qui se disputent une place parce qu'ils imaginent que Lille va descendre, paraît-il. Aujourd'hui, gros programme dans l'émission, dans cette classe foot. Dans la récréation, le grand débat, la finale de la Ligue des Champions oblige. Comment Liverpool peut faire tomber le Real Madrid et empêcher Zidane d'obtenir un 3e trophée européen en 2 ans et demi? L'instant Oh My Goal, Adrien Rabiot, le Duc est-il indéfendable? Didier Deschamps a-t-il des soucis avec les joueurs de caractère? On en parle, n'hésitez pas d'ores et déjà à commenter. Manu, tu descends. Emmanuel Moine s'emballe contre les barrages Ligue 1, Ligue 2. Y a-t-il un problème avec le foot corse? Il en parle dans un instant. Il y aura les pronos PMU, la coupe à gagner bien sûr parce qu'il y a quiz, l'interrogation surprise de fin d'émission. Allez tout de suite les news. Van Basten, schitterend Marco Van Basten. Les news en une touche chez la classe foot, ça veut dire qu'on s'échange la balle très rapide sur des infos qui viennent de tomber et ça va vite, très vite. On échange le ballon, on la joue collectif et on commence avec le sacre des Lyonnaises. Les Lyonnaises tout en haut sur le toit de l'Europe. Record, 5e Ligue des Champions, la 3e d'affilée. Autre record, une victoire 4-1 face aux Allemandes de Wolfsburg après prolongation. 0-0 à la fin du temps réglementaire et puis ça s'est emballé. Un rouge du côté des Allemandes. Alors, déjà... Il y avait des blessés aussi, parce qu'avec ardeur, il manquait faster, stronger. T'as déjà fait better. Putain, on va faire un duo, Shirley. Bon alors, on y touche en dehors de cette blague, ça vous a plu cette victoire, ce match? Je sais pas de quoi tu me parles. Si, moi j'ai vu le match, j'ai vu la prolongation en tout cas, et c'est vrai que c'était un match plutôt disputé. Les filles encaissent un but, puis derrière il y a un rouge donc pour la demoiselle Pop, et puis ensuite, mon gars, un défilé, un déroulé des Lyonnaises, 4 buts en un quart d'heure, dont 2 voire 3 en 4 minutes. Notre ami, je vais retrouver son nom. Van Descenden, mon gars, c'est Sinégourou, elle va aussi vite que lui. Elle a été incroyable, mais elle pousse la balle, elle court, et comme elle court environ 3 fois plus vite que tout le monde, et ben ensuite elle fait des petites passes D, dont la dernière pour Camille Abili pour son dernier match. Elle a marqué, c'était comme elle l'a dit, c'était la cerise sur le gâteau. Très bon coaching donc de Reynal Pedros, les remplaçants qui ont fait la différence. Et oui, c'est le coach de l'équipe lyonnaise Ligue des Champions. Une bonne promotion quand même pour le foot féminin, parce qu'on est un peu critique vis-à-vis de ça, mais quand même on a vu un match assez fou, quoi, parce que les Lyonnaises ont dominé pendant tout le match sans pouvoir marquer, avec un but qui a été refusé injustement, et derrière les Allemandes qui marquent mais qui perdent Pop, qui mettait beaucoup d'impact. Ouais, c'était assez inattendu comme. Mais les Lyonnaises, elles savent faire la promo du foot féminin, ça, oui, ne jamais leur enlever. C'est évidemment le 5e titre. Voilà. Je sais pas si tu l'as dit, mais c'est quand même le 5e titre européen donc pour l'OL. Et Jean-Michel Aulas, à la fin du match, a profité de l'occasion pour faire une petite déclaration, n'est-ce pas? Et oui, la prolongation de Pep Genesio qui reste à la tête au plus grand plaisir des supporters lyonnais, à la tête de l'équipe première. Donc, c'est une info qui est tombée sur un soir de grâce, un soir de titre. Ça permet de faire avaler la pilule? Ouais, parce que c'est assez divisé quand même chez les supporters lyonnais sur le cas Pep Genesio.
Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que le nouveau cycle, il a été entamé l'an dernier avec le recrutement de beaucoup de jeunes joueurs. Donc c'est aussi quelque part dans une logique de continuer avec Genesio. Après, nous, on sera là pour juger l'année prochaine. Et le défoncer s'il est nul. Voilà, c'est ça. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même une vraie cassure avec les supporters lyonnais. Cette année, il fait 3e, il s'en est presque vanté. N'oublions pas que Lyon qui fait 3e cette année, c'est le strict minimum. Ah oui, clairement. N'oublions pas, si on voit l'effectif entre, je ne mets pas le PSG, mais Marseille, Monaco, Lyon, c'est peut-être Lyon pouvait viser la 2e place. Très tôt dans la saison, ça n'a pas été le cas. 3e, c'est le minimum syndical. Ils se font sortir lamentablement en Europa League. Il n'y a pas de quoi flamber Pep et tes supporters t'attendent au virage. Et j'ai peur pour les Lyonnais que ça soit reculé pour mieux sauter avec Genesio. La valse des coachs, on en parle dans ces news de la classe foot parce que ça bouge et on adore ça. Unai Emery signe à Arsenal. Il rebondit très vite, l'ancien coach du Paris Saint-Germain. La presse anglaise annonçait Arteta. Unai a devancé tout le monde en l'annonçant sur son site internet. Voilà le nouvel homme fort des Gunners. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Arsenal pour repartir du bon pied? À votre avis, c'est le bon choix? En tout cas, c'est un choix intéressant pour Arsenal. Martin Keown, l'ancien défenseur central, disait cette semaine, il doit apporter de la dureté et de la méchanceté, notamment à l'extérieur. Alors, je suis pas Vous connaissez Martin Keown, hein, ouais, voilà. C'est ce qu'on connaissait pas de Unai Emery. Voilà, exactement. Je suis pas convaincu qu'Emery apporte ça. Par contre, c'est une vraie transition, un vrai changement, on va dire, en termes tactiques, parce que je pense qu'Arsenal va se diriger davantage vers un football qui mise plus sur, entre guillemets, sur l'intensité. Et c'est peut-être pour ça qu'on pouvait attendre, par exemple, Ancelotti plus à Arsenal qu'à Naples, et à l'inverse, Emery plus à Naples qu'à Arsenal. Ouais, moi ce que je trouve dommage pour Arsenal, c'est qu'au final, ils avaient l'opportunité de franchir un cap en termes de standing. Les supporters en avaient ras-le-bol d'Arsène Wenger. Je suis très content pour Unai Emery parce qu'il rebondit dans un club qui, lui, est de standing. Mais par contre, on sait que ses résultats en Espagne face à Guardiola, Mourinho, c'était 15 matchs, 0 victoire, je crois même 15 défaites. Pas avec la même équipe, Max. Pas avec la même équipe, je suis d'accord, mais je pense pas qu'Arsenal va aller concurrencer le Séville d'Emery contre le Barça de Guardiola. Tu peux apprendre un match de temps en temps, mon gars. Déjà, tu peux, et puis je pense pas que United et City, cette année, vont perdre contre Arsenal. J'ai pas l'impression qu'il y a une vraie progression, ni d'un côté, ni de l'autre. En tout cas, pour finir sur Emery, on peut quand même être content pour l'entraîneur qui s'est fait défoncer, surtout par le public et surtout par les médias français. Un petit entraîneur, on a dit quand il est arrivé, un petit entraîneur quand il part, le mec c'est quand même le gars qui va prendre la succession de Arsène Wenger. Il rebondit très vite, donc il doit avoir 2-3 qualités quand même. L'ancien gunner William Gallas, lui, était vexé. Il a dit que ça aurait dû être un ancien homme de la maison comme Vieira, comme Henry qui aurait dû être choisi. Il faudrait peut-être qu'Arsenal arrête la consanguinité un petit peu parce que alors ça leur a amené plein de choses. C'est vrai qu'avec Arsène sur toute sa période, il y a plein de joueurs qui sont passés, qui sont devenus aujourd'hui des coachs et qui peut-être aimeraient être dans la continuité. Je suis pas trop pour non plus des fois cette consanguinité des anciens joueurs passés par Arsenal. C'est bien peut-être d'avoir une vision extérieure. Pas tant que ça, regarde pas de Vieira, il est pas Arsenal. Thierry Henry, il est pas Arsenal. Pas de Vieira, sa seule expérience pour l'instant, c'est de la MLS à New York. Donc non, il était à City. Non, mais assistant. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, c'est pas les mecs qui ont été formatés et ensuite sont restés à Arsenal. Arsenal est en droit aussi de vouloir un coach un peu plus confirmé, peut-être pour 2 ans. Après, rappelez-vous, quand Arsène Wenger arrive, il n'a pas non plus une cote extraordinaire, personne ne le connaît en Angleterre, on verra ce que ça va donner aussi avec Unai Emery. Et on se souvient la succession d'Alex Ferguson qui a été très compliquée aussi. Il a fait du bon boulot, David Moyes. Dramatique. Ouais, c'est clair. La valse des entraîneurs, épisode 2, et on a eu dans les commentaires un message en disant je ne savais pas qu'à Chelsea, ça avait changé d'entraîneur. Non, ce n'est pas encore le cas. Antonio Conte est sur la sellette, donc là on en est qu'au stade des rumeurs. Mais par contre, il y en a un qui arrive à Naples, c'est Carlo Ancelotti. Beaucoup de visuels, beaucoup d'espoir aussi parce que Naples veut enfin franchir ce cap et récupérer le titre qui est abonné à la Juve. Donc du coup, l'arrivée de Carlo Ancelotti, le Mister, plaît beaucoup aux supporters. Et vous, ça vous plaît ou pas ce changement? Sarri a fait de grandes choses. Pour le coup, je trouve que Naples affirme clairement des ambitions très hautes, même sur la scène européenne. J'étais vraiment étonné de voir Ancelotti débarquer à Naples. S'il y avait un club, ça aurait pu être Arsenal, ça aurait pu être le Milan AC dont on parlait. Et d'ailleurs, les supporters milanais l'ont un peu mauvaise, qui signent chez l'un des ennemis en Serie A. Je trouve que c'est culotté de la part de Naples et j'espère sincèrement pour Ancelotti, qui est l'un des meilleurs entraîneurs sur la scène européenne, que ça va marcher tant sur la scène nationale que sur la scène européenne. C'est quand même un club qui a subi une banqueroute il y a quelques saisons, qui était reparti de 3e, D4 même, 4e division italienne, qui est remonté petit à petit. Ils ont eu quand même Rafa Benitez, Higuain est passé par là avec une ferveur extraordinaire. Là, ils arrivent à signer un mec comme Ancelotti, ça montre quand même qu'on peut bien travailler en repartant du bas et en ayant des finances saines. Donc bravo au club de Naples. La succession de Sarri, c'est pas un peu compliqué? Je vous pose la question à vous, les gars. Alors en fait, ce qui s'est passé sur un jeu beaucoup porté vers l'avant, qui a séduit les supporters et l'Europe. Et là, on va peut-être
se retrouver avec un jeu un peu plus à l'ancienne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là encore, le cap, la transition tactique entre Sarri et Ancelotti va être assez importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si on peut toucher un mot sur Sarri, je pense qu'on peut cumuler les deux. Sarri, en fait, De Laurentiis, le président, voulait le faire prolonger. Sarri n'a pas donné de réponse ni de suite à tout ça. Et du coup, De Laurentiis a déclenché Carlo Ancelotti, avec qui il est en contact depuis le mois de mai dernier. Est-ce que ça va dire, parce que quelque part, Sarri avait lié son destin au groupe actuel, on sait qu'il voulait absolument gagner justement ce titre en Serie A, etc. Est-ce que ça veut dire que tout l'effectif va changer, qu'on va citer une révolution du côté de Naples? Ça, je pense que oui. Normalement, Ancelotti arrive souvent avec ses hommes et il pourrait qu'il y ait du changement, d'autant que Sarri, c'est un personnage particulier, il avait aussi ses joueurs. Donc normalement, il va y avoir remodelage à Naples. Autre équipe qui change, un Croate à Munich, Niko Kovac, qui arrive, qui est le nouveau coach du Bayern. Lui qui a privé son futur club d'une Coupe d'Allemagne, puisque l'Eintracht Francfort, le club dans lequel il était à la tête, vient de gagner la Coupe d'Allemagne aux dépens du Bayern Munich. Est-ce que ça vous plaît? On sait qu'il voulait Thomas Tuchel qui est parti au PSG. C'est un ancien joueur du Bayern, non? Oui, complètement. Alors, en fait, c'est marrant ouais. parce que c'est un international croate, mais il est né en Allemagne en définitive. Et on se rappelle que le Bayern avait dit, pour remplacer Jupp Heynckes, on voudra un entraîneur allemand, ce qui a défrayé un peu la chronique après en Europe. C'est intéressant. Kovac, c'est vraiment un disciple de Rummenigge, donc il s'inscrit complètement dans le projet du Bayern. Il a évolué dans un 3-5-2 qui cherchait beaucoup la verticalité du côté de Francfort. Ça fait partie, on va dire, du jeu, des volontés. En tout cas, c'est une belle suite, je trouve, donnée à ce jeu de transition proposé par Jupp Heynckes. Quel dommage, Lucien Favre quitte la Ligue 1 après un remarquable parcours, plusieurs saisons à Nice, et finalement il débarque au Borussia Dortmund qui le draguait depuis de nombreux mois, voire saisons. Le voilà, alors que Dortmund a énormément changé de coach l'année dernière. Est-ce que c'est un défi à sa taille? Est-ce que c'est un défi compliqué? Est-ce que c'est vraiment dommage pour la Ligue 1? Ma réponse est oui, et quelle est la vôtre? Moi, ce que je dirais sur Lucien Favre, c'est que quelque part, Dortmund le voulait depuis longtemps. La Bundesliga, il connaît très très bien, étant passé par le Hertha Berlin et le Borussia Mönchengladbach, toujours compliqué à dire. Donc quelque part, il est bien, il prône un jeu de possession, tourné vers l'offensif. Ça va tout à fait avec la culture, on va dire, de Dortmund. La seule difficulté pour lui, ça sera de redresser des cadres qui sont un petit peu perdus. Tu parlais tout à l'heure de notre ami Slibar Götze, en espérant qu'il retrouve un jour, bien sûr, son niveau de jeu suite à la maladie qu'il a eue. Ils sont plusieurs comme ça au Borussia Dortmund à devoir revenir à leur meilleur niveau. J'espère que Favre pourra les aider. Grosse perte pour la Ligue 1 en tout cas, et je trouve que Lucien Favre, c'est un entraîneur qui n'a pas tellement joui du crédit qu'il méritait dans le championnat. Il a fait 2 saisons de très bon niveau avec Nice, même s'il a connu, là c'est vrai, 4-5 mois de disette du côté niçois. Mais est-ce que cette année il a été dans les meilleurs entraîneurs de Ligue 1 potentiels? C'est un entraîneur qui est reconnu. Quand tu disais que son destin est lié à celui de Dortmund, l'année dernière, on parlait de Dortmund, mais on parlait aussi d'équipe en Italie. C'est un mec qui a un énorme crédit. Et en Ligue 1, je pense qu'il n'a pas mérité, justement. Il n'a pas reçu. C'est très dur en Ligue 1 si tu n'es pas français ou si tu n'es pas une pointure internationale d'avoir du crédit. D'ailleurs, que Ancelotti, souviens-toi. Ancelotti, oui, il y a encore. Mais Ancelotti est considéré comme une pointure quand même. Donc il y avait un crédit un peu. Oui, ils l'ont défoncé. Non, mais je ne te parle pas forcément au niveau pour être meilleur coach de l'année. Je te parle dans les médias, de manière de considérer où tu es une pointure. Genre Mourinho vient en France, club vient en France. Voilà, là, on va dire. Et si tu es un français, que tu as 2-3 résultats, type Galtier à l'époque, bravo. Mais si tu es un coach comme un peu le profil Favre, on a beaucoup de mal en France à donner du crédit à ça. Mais ça, c'est un peu le délire, le copinage journalistique qui est un peu là-dedans. S'il avait été consultant 6 mois chez Canal, je suis sûr que tout le monde l'aurait adoré en France. En tout cas, résultat, les consultants de chez Canal finissent entraîneurs au FCMS. Ouais, c'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fait beaucoup de bien à la Ligue 1 parce qu'il a montré qu'en prenant du jeu, justement, il y avait des résultats qu'il pouvait suivre en prenant des risques. Et c'est quelque chose qu'on critique souvent parce que je fais la part belle aux entraîneurs étrangers, mais je trouve qu'il a beaucoup apporté de son passage en tout cas. Il a vraiment fait progresser des joueurs. Thibaut, j'ai un truc qui me fait rire, c'est que les journalistes, un peu copains de Laurent Blanc, s'offusquent tous là, les consultants, notamment sur RMC, on a vu du gars que Laurent Blanc n'est pas de club et tout. Aujourd'hui, tu as un club comme Arsenal, tu as Laurent Blanc ou Favre, tu prends qui? Le choix il est fait. Ou t'as Laurent Blanc et Emery, tu prends qui? Non, mais tu l'as vu cette semaine. Je t'ai dit. Non, mais attends, moi je pose une autre question entre Laurent Blanc et Paul Le Guen, tu prends qui? C'est pareil. C'est pareil. Il va finir au Mans comme tout le monde. Enfin, je sais pas, comme les vrais gars. Heureusement, sous le matelas, il a quelques billets. Ah oui, il a les lingots. On n'est pas inquiet pour lui. Pour Lolo. Encore un peu à Nice. Possible ou pas, Patrick Vieira à Nice, peut-être que c'est de la négociation. L'arrivée de Patrick Vieira justement sur le banc niçois à la place de Lucien Favre, c'est un choix dangereux à votre avis de ramener cette grande figure du foot français?
C'est toujours dangereux, mais je pense que c'est des choix qu'il faut faire. C'est un ancien grand joueur de l'équipe de France qui incarne plein de choses, plein de bons souvenirs pour l'équipe de France. C'est un mec, mine de rien, qui est dans le jargon des coachings depuis longtemps, qui a bossé avec Manchester City, qui est parti s'émanciper à New York, donc je pense qu'il a vu, qui a entendu des choses en tant que joueur, mais aussi comme en tant qu'entraîneur, parce qu'on sait que les grands joueurs ne deviennent pas automatiquement des grands coachs. Il y a une formation, et je crois que pour un club comme Nice, c'est bien de tenter des coups comme ça. Ça comporte des risques, mais il faut en prendre, et ça, c'est des bons risques pour moi. On va lui souhaiter un autre destin que celui de Makelele. Ouais, celui de Will Sagnol, tous ces mecs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'équipe de France et qui finalement en tant que coach n'ont jamais réussi à s'imposer au meilleur du C'est au un top autre niveau, investissement. C'est un autre investissement que ces gars-là dans le travail au quotidien. Tu parlais de Laurent Blanc tout à l'heure. On sait que Laurent Blanc, c'est ce qui lui est aussi reproché, c'est le travail au quotidien auprès d'une équipe. Viera, il est plutôt passionné. Et est-ce que c'est un bon choix pour Nice? Quelque part, ça prendrait la suite logique de Lucien Favre parce que son équipe en MLS a la plus grosse possession du championnat. Bon, c'est la MLS, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et il est aussi là. Il prône un jeu. Moi, je l'avais rencontré il y a quelques années. Au début, où il voulait justement être entraîneur, il disait je veux prôner un jeu justement vers l'offensif. Alors, c'est vrai qu'en MLS, New York City prend beaucoup de buts, mais on marque aussi, je crois, à peu près 2 en moyenne par match. Autre news de la semaine dénichée sur Oh My Goal, qui sont les grands absents de la Coupe du Monde. Le 11 des réservistes, le 11 des stars absentes. Ils l'ont compilé sur le site Oh My Goal et voici le line-up, le 11 des absents. Là, c'est celui de Julien Cazard qui ne bosse pas chez Oh My Goal. Qui ne bosse pas encore chez Oh My Goal, mais peut-être pas assez cher pour bosser chez vous, justement. Et donc, on voit ces stars, on voit Lacazette, Martial du côté français, on voit Morata, Icardi, donc banni du clan Messi, si je puis dire, Benzema, bien sûr. Alors vous, ma question, c'est quelle est la star qui vous manquera le plus le 14 juin, au moment du démarrage de la Coupe du Monde? Quelle est cette star qui vous... On peut laisser afficher les équipes. Quelle est cette star qui vous fait envie Moi, d'un côté, c'est Fabregas, parce que quand je vois la carrière de ce mec, je le vois déjà tellement relié à l'Espagne des grands moments, au Barça des grands moments, que j'ai du mal à me dire qu'un joueur avec autant de talent, déjà du talent et puis autant de palmarès peut être mis sur la touche. Mais ça résume parfaitement l'effectif pléthorique de l'Espagne. On parle souvent de la profondeur de l'équipe de France, mais regardez l'Espagne, regardez le Brésil, c'est quand même un cran au-dessus. Sachant que Fabregas fait une bonne saison à Chelsea. Pas comme s'il était blessé toute la saison et tout ça, tu vois. Donc, toi, c'est qui? Ah, c'est compliqué, il y a pas mal de bons joueurs. Évidemment, il n'y a pas les joueurs italiens. Là, on a que les joueurs qui étaient réservistes. Qui auraient pu participer avec leur sélection. Ou pas blessés, voilà, exactement. Mais c'est vrai que quand je vois le nom de Ribéry, alors Ribéry, on pourrait en parler, puisqu'il a décidé de tweeter notre ami et d'envoyer des petits messages sur Instagram. Je sais pas si on les a pris. Mais ouais, moi, le premier nom qui. Ah, c'est dans le débat, très bien, écoute. Alors, je vais prendre plutôt Marcos Alonso. C'est improbable. C'est Médo, j'ai du mal à m'en remettre. Ah, je suis déçu que tu parles pas de Luis Gustavo, Erwan. Si, mais Luis Gustavo, après, je pense qu'il paye peut-être le fait de jouer à l'OM, peut-être, par rapport à la concurrence brésilienne. Bon, c'est pas peut-être, hein, c'est sûr. Ouais. Non, moi, c'est Icardi. Moi, je pense que c'est Icardi qui s'est abusé. Ah oui, Icardi, ouais. Icardi, c'est tellement abusé. Ils ont intérêt de faire un bon coup, l'Argentine. Parce que si, comme tu le dis, c'est le clan Messi qui a fait un choix comme ça. C'est le clan Messi. On rappelle ce qu'il lui reprochait à Icardi, c'est qu'en fait, il sort maintenant, je crois, avec la femme de Maxi Lopez, qui était le meilleur ami de Messi. Oui, on parle football, quoi. Et du coup, voilà, c'est ce qui serait reproché à Messi, qui aurait poussé pour qu'Icardi se passe. Superbe joueur, superbe saison, qui a mis, je crois, 13 buts de plus que Higuain dans le championnat. Il joue dans le même championnat. Mais là, on voit quand même deux et Nainggolan, ouais, moi je voulais parler de Nainggolan parce que ça, c'est un truc assez incompréhensible de la part de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, qui aime beaucoup mettre Witsel, que moi je trouve que c'est un garçon qui n'a pas énormément prouvé, mais c'est mon avis. C'est un vrai joueur quand même, peut-être. Ouais, mais comparé à Nainggolan qui fait une saison absolument extraordinaire du côté de l'AS Rome, il prend Tillmans qui n'a pas fait une très bonne saison non plus du côté de Monaco, et surtout Nainggolan, il ne disputera jamais de mondial, les amis, et ça c'est vraiment une tristesse pour un garçon que j'avais trouvé très valeureux en tout cas pendant l'Euro, le Ninja. Puis il met des buts, puis un fort caractère, c'est un personnage du foot mondial. Vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre soi. Très bonne remarque de l'amiral. Comme ça en stock, Erwan. Faites l'amour, pas la guerre. En un mot, pour terminer ces news, elle est très importante, cette nouvelle de la semaine, parce que ça peut changer votre vie. Si vous aussi, vous vous dites que finalement vous êtes à l'étroit dans un couple un petit peu trop simple, avec juste une seule femme, faites comme Ronaldinho, réalisez un double mariage comme il va faire dans la banlieue de Rio cet été. Le double mariage de Ronny, casé avec 2 femmes depuis de longs mois désormais. C'est une réalité, ce n'est pas un Gorafi, ce n'est pas une fake news. Ça vous fait rêver là sur... Je sais que vous en avez beaucoup parlé cette semaine. C'est Ronaldinho qui fait rêver parce qu'il sort toujours, il défie la chronique. Après,
Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi. Le mec, ça fait 10 ans, tu le vois partout, il est adoré de tout le monde, mais sa vie, c'est n'importe quoi. Il va choper du pognon à droite, il va choper des meufs à gauche. Et franchement, tout le monde garde un bon souvenir de lui, que ça soit à Paris, à Barcelone. Je me rappelle une fois à Barcelone, j'étais parti en boîte, je discutais avec l'un des barman en boîte, et il me racontait des nuits où Ronaldinho venait. Mais c'est la folie. Ce mec, déjà, arrivait avec une multitude de meufs, il repartait complètement démoli. Enfin bref, tout le monde garde un excellent souvenir, et c'est pour ça que c'est bien. C'est marché le commerce. Quand tu fais les choses avec un grand sourire, même si tu fais de la merde en bar, ça passe toujours. Ça passe. Puis lui, en plus, il avait un peu de talent dans les pieds, donc forcément, derrière, ça faisait lever les foules. Dans quelques minutes, dans la récréation, grand débat autour de ce Real Madrid-Liverpool. On va se poser la question, comment Liverpool peut-il renverser le Real Madrid? Ce sera à suivre samedi soir donc sur C8. Et puis avant, il y a l'instant Oh My Goal consacré au Duc, Adrien Rabiot. L'autoproclamé Duc n'a pas fait dans la dentelle, vous le savez. Une convocation avec l'équipe de France à la Coupe du Monde en tant que réserviste. Et voilà, son ego froissé, on le comprend. Le moral s'en va patatras. Adrien Rabiot envoie un mail à Didier Deschamps pour lui signifier qu'il partait en vacances de ce pas, qu'il ne serait pas disponible. Ça, c'est de la rébellion. Sauf que tout le pays n'en peut plus de ce type d'attitude envers l'équipe de France, l'institution. Dédé a essayé de l'appeler. L'intéressé n'a même pas daigné lui répondre. Encore un manque de respect. Alors est-il défendable ou indéfendable sur cette action? Vous en parlez dans les commentaires, on va y répondre tout de suite. Juste avant, la réponse hyper calme de Didier Deschamps en vidéo, en conférence de presse. J'ose espérer qu'à travers certaines décisions comme celle-là, ça lui permettra de mûrir, de réfléchir, parce que je suis convaincu qu'il a fait une énorme erreur en prenant une telle position, parce que voilà, le très haut niveau, il n'y a pas de place pour les états d'âme, et que le très haut niveau, on se doit d'être professionnel en toutes circonstances. On se doit d'être professionnel en toutes circonstances. TDZ44 dans les commentaires nous demande si nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct, ça ne te le prouve pas, mais un petit peu quand même. Il y avait un Duc du Bois de Boulogne aussi qui était pas mal, enfin qui est passé dans les commentaires. Oui, bah ça, on ne peut pas tout répéter, les insanités. Mais est-il indéfendable, Adrien Rabiot? Voulez-vous le défendre ici à cette table? Avez-vous juste un argument par rapport à ce qu'il a fait? C'est dur, hein. En plus, il s'appelle le Duc, mais si tu veux détrôner le Duc, tu vas la prendre dans le huc. Mais là, j'ai l'impression que lui, il se l'est mise toute seule. Adrien Melon Rabiot, c'est tellement ça. C'est terrible ce choix-là. On comprend la frustration, mais c'est pas le premier mec à être réserviste ou même à être sorti du Nice des 23, alors qu'il le méritait. Max le disait tout à l'heure, il y a un grand vivier en France, il y a une nouvelle génération qui s'installe, dont il fait partie. Il a que 23 ans. Des échecs, ça peut toujours t'aider à rebondir quand tu es un grand joueur. Et là, j'ai beaucoup de mal à cerner ce choix-là. Derrière, il s'en prend même à son club à qui il reproche de ne pas le soutenir. Il avait un rendez-vous avec son nouvel entraîneur. Il a dit non, vas-y, fuck, je te prends, on verra le 2 juillet quand je rentre de vacances. Chef, mais en fait, c'est un pétage de plomb complet. Et quel message t'envoie, que ce soit à la Fédération française de football, à ton propre club, à ton nouvel entraîneur et au futur club éventuel qui voudrait un jour t'accueillir. Donc voilà, il n'y a rien qui va dans cette attitude. Moi, je trouve qu'il y a une vraie question là-dedans. C'est à quel moment le gars se dit ce que je fais, ça va m'aider dans ma carrière? À quel moment ça va m'aider à être apprécié des gens, déjà des Français? À quel moment mon nouvel entraîneur va se dire ok, c'est un mec sur qui on peut compter? J'arrive pas à cerner le personnage, me dire ok, c'est un mec intelligent sur le terrain, c'est un mec qui a l'air d'être quand même bien éduqué. Je comprends pas comment ça peut. Quand tu viens avec une chicha dans le sac à dos pendant une saison au PSG, t'es bien éduqué? Je sais pas, mais quand il est en interview d'après-match, t'as pas l'impression que c'est le plus gros bozo de toute l'histoire du foot. Alors Tom, justement, si on veut, puisque personne ne le défend, moi je vais sortir quelques arguments. Didier Deschamps l'a vu, l'a convoqué ces derniers mois, l'a vu en mars et lui a dit fais gaffe, la fin de saison, il y a des grandes échéances qui arrivent, ne te blesse pas. C'est ce qu'il lui aurait dit. Donc c'était un message clair pour lui dire tu seras en bleu, d'où sa déception. J'entends la déception et on est tous d'accord. À sa place, on aurait été très très déçus. Tu penses que Lacazette, il est chez lui en train de faire la danse du slip? Non, il est au bout du relax lui aussi. Sauf que, entre-temps, il s'est passé quoi? Rabiot est en équipe de France en Bulgarie, il est nul. Il est nul, c'est pas genre il fait un bon petit match, il est nul. Derrière, il faisait froid. Derrière, en interview, il dit il faisait froid, j'ai pas envie de me blesser. Super, bon message à envoyer auprès du public français et pour l'équipe de France. Puis ensuite, il y a ce problème de jouer 6 parce que on peut parler d'état d'âme et tout, mais il y a une vraie raison pour laquelle il est pas là. C'est qu'il lui fallait une doublure N'Golo Kanté sur le poste de milieu défensif et lui, il a pas envie d'y jouer.
C'est un mec qui dit je préfère ne pas être sur le terrain, ou en tout cas être 8, mais ne pas être sur le terrain plutôt que de jouer 6. C'est quand même un non-sens complet. S'il avait eu envie de jouer 6, il serait en équipe de France à la place d'Enzonzi et il préfère avoir des états d'âme. Tant pis pour lui. Surtout que Deschamps lui fait passer un message, parce que les dernières fois il le fait jouer 6. Complètement, Bulgarie, quand il rentre 6. Donc, il a été nul. Hein. Oui, franchement, il était nul. Il était nul. Il n'a pas envie de jouer ce jour-là. Donc, quelque part, il était pas prévenu. Après, il y a une chose sur laquelle je vais rejoindre Thibaut, mais ce sera peut-être dans la deuxième partie quand on va parler de Didier Deschamps. Non, moi je le défends pas. C'est juste des arguments. Non, mais pas dans ce. C'est pas une excuse. Attention, c'est pas une excuse, mais ça peut être un regard là-dessus. C'est la brutalité de l'annonce, dans le sens où tu as eu des sélectionneurs et des groupes. Attends, tout le monde. Je sais. C'est pas ça que je dis. C'est pas une excuse que je donne, c'est une explication. C'est la brutalité de l'annonce vis-à-vis du cocon dans lequel vivent certains joueurs. Tu penses à Lacazette, tu penses à notamment Rabiot et à d'autres comme Digne par exemple, dont les entourages leur ont expliqué qu'ils faisaient forcément partie des 23. Un mec comme Rabiot, Nasser El Khelaifi lui a dit c'est impensable que tu ne sois pas dans les 23. Si on a lu mais Manu, c'est pas Zizou le gars là, c'est pas Zizou. Je sais bien, C'est qui Rabiot mon gars? Non mais c'est de la faute de Rabiot. Je défends pas Rabiot. J'essaie de trouver une explication d'un pétage de plomb d'un mec de 23 ans. Mais si tu veux, le truc c'est que je pense qu'il s'y attend pas. Et ça lui tombe sur la gueule, en espérant qu'il ait tapé le fond de la piscine et que ça lui permette de remonter, parce qu'en effet, c'est n'importe quoi depuis des années. Mais, quelque part, ça te montre... Enfin, si tu veux, il y a des sélectionneurs qui, avant, appelaient, par exemple, les joueurs pour leur dire « Écoute, je te prends pas pour telle raison, tatati, tatata. » C'est une bonne chose en soi, moi, on est plutôt d'accord. Tu peux plus le faire. Tu peux plus le faire, parce que si tu le fais, ça va sortir dans la presse, sachant aussi, il y a le milieu parisien qui fait ça aussi, où à Paris, il y a maintenant que des stars dans l'effectif, et que du coup, il est dans un cocon où toutes les soirées, etc., c'est les meilleurs, c'est les stars. Donc forcément, quand le coup tombe, une élimination contre le Real, à la limite, il s'en fout. 6-5 contre le Barça, en 3 jours, ça passe. Mais par contre, en effet, l'équipe de France, il a peut-être touché le point sensible. Est-ce que, du coup, ma question, c'est est-ce que Didier Deschamps a-t-il un souci à tester Rabiot et les joueurs comme ça de caractère, les joueurs qui sont peut-être un peu instables, ne lui conviennent pas? C'est pas pareil. Voilà, Rabiot, c'est pas un joueur de caractère. Exactement. C'est tellement pas un joueur. C'est pas ça un joueur de caractère. C'est un joueur qui a mauvais caractère. Ouais, c'est exactement ça. Mauvais caractère. Voilà, Rabiot, c'est une diva qui a un mauvais caractère. C'est pas ça un joueur de caractère. Un joueur de caractère, c'est que quand ton équipe, à un moment donné, elle subit tout, tu chopes un mec, tu gagnes des ballons, allez, il fait ça lui. Moi, je pense qu'il a un peu de caractère. Je pense qu'il a un vécu. Un vécu qui fait qu'il a un peu de caractère. Non, mais après, c'est un joueur de caractère, ça dépasse le cadre purement footballistique. Je suis pas en train de remettre en cause ses qualités parce qu'il a fait une saison énorme. Et que sur son talent intrinsèque, il mérite d'être dans les 23. Et qu'il a franchi un cap aujourd'hui vers le très très haut niveau cette saison. À Madrid, notamment, on l'a regardé chez toi le match Thibaut, on l'avait trouvé excellent. Le meilleur parisien. Ce jour-là, certainement. Maintenant, un joueur de caractère, c'est un mec qui emmène les gens avec lui, avec son équipe, qui va parler. Il fait pas ça. Donc aujourd'hui, c'est juste Maria Carré, ton pote là. C'est-à-dire qu'à 17-18 ans, ce mec, quand il était au PSG, on disait c'est vraiment l'avenir du PSG. C'est un mec qui récupérera le brassard. On le voyait vraiment comme un pilier en équipe de France au milieu de terrain. Il avait toutes les cartes en main pour le faire. Il n'a jamais saisi ses cartes. Et au contraire, il a fait des caprices de star. Et c'est loin d'être son premier caprice. Non, bien sûr. Quand il était plus jeune, au PSG, il demandait un salaire astronomique. Il est déjà parti en Angleterre avant de revenir au PSG en plus. En plus, normalement, il doit partir à City, mais son père fait malheureusement un accident, un AVC. Et si tu veux, ça oblige toute la famille à rentrer en France. Et ils viennent d'abord à Toulouse. T'imagines, tu passes de City à Toulouse et ensuite il se fait repérer à Toulouse par le Paris Saint-Germain qui le fait revenir à la capitale. Par contre, moi je l'ai suivi. Non, il est prêté pas. En Toulouse, il est au PSG, il est prêté là-bas. Ouais. C'est pas ça. Non, mais je crois qu'au début, étant jeune, quand il a 15 ans, il me semble qu'il repasse d'abord par Toulouse où il y a de la famille ou quelque chose comme ça, et il repart au PSG. À vérifier. Parce que son prêt à Toulouse intervient. C'est après ça, oui, parce qu'il veut du temps de jeu. Hivernal où il va partir à Doha, il refuse de partir parce que sa mère n'est pas invitée au stage hivernal, et du coup il y a un clash qui part entre les PSG et le clan Rabiot. Il est prêté à Toulouse, où il fait d'ailleurs une deuxième partie de saison étincelante, et il revient. Meilleur que celle de Chantôme. On se souvient qu'il était prêté à Toulouse l'année d'avant. En aparté, toi qui suis pas mal les jeunes et les championnats inférieurs, Manu, il y a Yuka. Tony peut-être son prénom qui nous dit dans les commentaires. Adli, c'est le futur Rabiot en meilleur. Il est très fort, mais il est très jeune, Adli. Faut pas les cramer. Ces mecs-là, ils ont énormément de pression. Il est excellent. Alors, c'est vrai qu'il ressemble en plus à Rabiot, mais allons tout doux. Allons tout doux avec ces garçons-là. Rabiot, excusez-moi, juste parenthèse, en U19, qui jouait 6. Très souvent au Paris Saint-Germain. Il a que 23 ans. Il joue très naturellement. Alors, ma question, je reviens sur Didier Deschamps. On n'a pas répondu à ta petite question. Non, sur Didier Deschamps, je reviens. Il y a eu des problèmes à travers les âges en équipe de France, de Cantona à Ginola, en passant par Anelka. Il y a eu de tout avec les sélectionneurs. C'est un nouvel épisode finalement, là, cet été, là, avant la Coupe du Monde avec Rabiot. Est-ce que Didier Deschamps
à anticiper ces coups-là, ces joueurs-là qui sont capables de péter les plombs, les mauvais remplaçants, si je puis dire, pour un groupe, et donc c'est prémuni de ça. Ou pas du tout? Alors, cette théorie, elle marche, d'après moi, sauf en enlevant un peu le côté politique, pour les Ribéry, pour les Benzema, je l'entends. Pour Rabiot, j'ai quand même l'impression que c'est un choix purement tactique, puisqu'il était des dernières sélections, que je pense qu'il fait partie du projet à long terme. Je rappelle, il a 23 ans, le gars, il a 23 ans, à l'Euro en 2020, il aura 25, ça se trouve qu'il sera titulaire. Voilà, donc j'ai l'impression que ça marche pour certains cas, donc les Benzema et les Ribéry, mais que pour Rabiot, c'était vraiment un pur choix sportif. Deschamps, il a toujours dit protéger le groupe France, mettre la France ou l'équipe de France au-dessus de tout. Et bien, quelque part, qu'est-ce que ça révèle, ce genre d'affaires? Moi, c'est presque le seul commentaire qui m'intéresse. Et ben, ça donne raison à Deschamps. Parce que quand tu vois les réactions de Benzema, quand tu vois les réactions de Ribéry, quand tu vois la latitude d'un Rabiot, tu te dis, putain, s'il avait été dans les 23, qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas joué et qu'il était resté sur le banc? A priori, moins grave, non? Moi, j'ai l'impression que le problème, c'est que tu sois réserviste, pas remplaçant. C'est ça, on le met parmi les coiffeurs et lui, on sait très bien, vu sa coupe de cheveux, que coiffeur, il peut pas apprécier. Non, mais de toute façon, Rabiot va pas jouer à la place de Pogba ou de Matuidi. Voilà, c'est sûr que non. Donc on est d'accord, il était remplaçant. Le but, c'est dans les 23. Moi, quand tu as une réaction comme ça, c'est une réaction comme ça, je me dis que même si je joue pas la Coupe du Monde, je le vois pas être bon délire, taper dans les mains des mecs. Ça, je sais pas. En parlant de réaction, Erwan, la réaction de Franck Ribéry sur Twitter, sur Instagram, avec notamment ce tweet depuis Ibiza en vacances où il s'est moqué de ce fameux statut de réserviste. Il reste une place. Oh Didier, je sais pas pourquoi. Franchement, Francky, j'aurais toujours un peu d'amour pour toi, pour ton passage à l'OM et puis pour ton l'ensemble de ta carrière à Munich quand même aussi, parce que tu es quand même un mec marrant, mais alors faire de l'humour comme ça, en plus en voulant faire de l'esprit, chacun son métier, Francky. Et pourquoi il parle italien? Ouais, je sais pas, il met de toutes les langues. À Deschamps, peut-être, etc. Moi, je trouve ça vachement. En fait, Deschamps. Non, mais parce que tu sais, on sait qu'il s'est beaucoup inspiré de l'Italie, Deschamps, etc. Machin, c'est là-bas qu'il a fait sa formation de coach, entre guillemets. Moi, je trouve ça triste. Je suis pas sûr que Ribéry pense autant. Je suis pas sûr. Théorie profonde quand même. Je sais pas. Mais je trouve ça triste qu'il en rigole, en définitive, tu vois. Parce que vous avez vu le Snapchat là, il a sur Insta. Ma femme connaît aucun joueur de l'équipe de France. Non, en fait, tu vois, tu l'as bien dit, parce que la phrase n'était pas française. Moi, ça me rend toujours triste quand tu les vois se marrer de ça, ou quand Benzema fait pareil de l'humour là-dessus et tout, etc. Parce que j'ai quand même la certitude ou la prétention de penser que si cette génération-là, c'était les cadres exemplaires de l'équipe de France aujourd'hui qui accompagneraient ces jeunes, on serait peut-être parmi les favoris de cette Coupe du Monde. On le serait. Et ça, l'équipe de France va mettre quelques années à s'en remettre, le temps que la prochaine génération passe le témoin à la suivante, justement. Bon, dans un instant, il y aura Manu Tu Descends, bien sûr, consacré aux problèmes corse. Les barrages Ligue 1, Ligue 2 ne lui ont pas plu. À Manu, il va en parler, mais d'abord, c'est la récréation. Le grand débat de l'émission. On a hâte J-1 avant la finale de la Ligue des Champions Real Madrid, Liverpool, en direct samedi soir depuis Kiev. On en parle comment Liverpool peut renverser le Real. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Est-ce donc l'heure d'une 13e Ligue des Champions pour le Real Madrid? Comment doit jouer Liverpool? On se pose la question tout de suite dans cette récréation. Liverpool peut-il aller chercher une 6e Ligue des Champions 11 ans après sa dernière finale, une défaite face au Milan AC qui prenait alors sa revanche. Mais comment faire face au grand, à l'immense Real Madrid, à cette équipe avec autant de réussite, à ce Zinedine Zidane qui remporte 2 Ligues des Champions en 1 an et demi, peut-être 3 en 2 ans et demi à la tête du Real. C'est insensé, c'est tout bonnement incroyable. Alors on va prendre point par point et on va essayer de voir comment le Liverpool peut renverser le Real. Déjà, on n'a qu'à parler du duel des coachs. Klopp contre Zidane. Votre avis là-dessus, sur la vision des choses, sur ce Zidane capable de changer les choses dès la mi-temps, de chambouler son équipe pour la réveiller, et il y arrive très souvent. Manu, Klopp, Zidane. Klopp, Zidane, c'est vrai que c'est deux manières de gérer, c'est déjà deux tactiques, deux approches du match assez différentes. On a d'un côté le très policé Zidane, qui dit jamais quand même un mot au-dessus de l'autre, très politiquement correct, et puis tu as Klopp qui est différent, qui est plus dans l'incarnation de Shankly, le coach bien sûr légendaire du côté de Liverpool, toujours impliqué politiquement, etc. Après, dans la tactique, dans la manière de jouer, c'est là où ça va être vraiment très très intéressant. Moi, je voulais vous poser une question là, tiens, aux deux basketteurs, justement, parce que je pensais à ça hier soir, en lisant notamment France Football. Zidane, est-ce que ce serait pas un peu le Phil Jackson, tu vois ce qu'était Phil Jackson à l'époque de la grande hégémonie des Bulls? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de gestion à la Phil Jackson de la part de Zidane du côté du Real? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je comprends ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Phil Jackson parce qu'il était reconnu avant ses qualités d'entraîneur, il était reconnu pour savoir gérer les stars. Jordan, c'est lui qui l'a fait gagner, et puis ensuite Shaq et Kobe, et ensuite Kobe tout seul. Donc oui, sur ça, pourquoi pas, ouais. Oui, l'énorme différence, c'est que Phil Jackson était un bon joueur de basket,
champion et tout. Zidane, c'est une méga légende. Et j'ai l'impression quand même qu'au-delà de son management, ce qui en découle, c'est son aura. Et il a ça en lui quand même, Zizou. Dès qu'il est quelque part, tout se passe bien. Tu vois, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans la vie de sa famille, sa sœur née en Italie par exemple. Ah pardon, je voulais pas le dire, ça m'a échappé. Mais donc voilà, donc c'est quand même une différence. Zizou, c'est qu'il a ça quoi. Je sais pas, il va gagner parce qu'on peut en parler. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils sont quand même immenses favoris. On est d'accord. Si Liverpool le fait, c'est un exploit comme on l'a rarement vu ces dernières années. Il y a un truc qui peut jouer en la faveur de Liverpool, c'est que tu parlais des approches qui sont différentes. Par contre, dans le style de jeu, c'est sensiblement la même chose. Oui, c'est vrai. C'est deux équipes qui aiment pas avoir le ballon et du coup, Liverpool. Les deux fois où ils ont essayé d'avoir le ballon cette saison, et notamment, je me rappelle du match face à Manchester United, où ils ont essayé de dominer, au final, ils sont pris en contre, ils ont perdu 2-0 en championnat. Le Real n'aime pas avoir le ballon? Le Real un peu plus cette année que les années précédentes. En Ligue des Champions, c'est plus vraiment un jeu de contre où ils vont placer des coups dans le dos des défenses adverses. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire de passes, parce qu'on se souvient du deuxième but en demi, Exactement. où ils font 25 passes. Mais parce que c'est une forte équipe aussi, quoi. Et ne pas avoir le ballon ne veut pas dire ne pas bien jouer avec le ballon. Ça, c'est deux choses vraiment différentes. Je pense que du coup, Liverpool, dans ce duel où le Real part favori, va laisser le ballon à Madrid et ça peut jouer en faveur des Reds. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense qu'au jeu des contres, petite cote, je pense que Liverpool est plus forte en contre que Madrid. Justement, par rapport à ces styles, par rapport à ces attaques défense, qu'est-ce que vous voyez comme déséquilibre par rapport au jeu où on sait que l'intensité est folle du côté de Liverpool, au moins sur une heure? Les Anglais déjà, cette année, Madrid a joué Tottenham en poule, un partout à Bernabeu et ils s'en sortent très bien. 3-1 à Londres, ils se font ouvrir. Donc déjà, l'intensité, le style de jeu à l'anglaise, pour être un peu généraliste, cette année, en tout cas, ça leur convient pas. Le Real a changé depuis. Hein. Ouais, le Real a changé depuis. Et puis après, le déséquilibre, ça va être notre ami, quand même, il s'appelle Marcelo. Marcelo, quand même, l'un des seuls latéraux au monde à jouer, à organiser le jeu de son équipe. Mais là, il va falloir qu'il défende sur Mo Salah. Donc, s'il défend fort sur Mo Salah, ou l'inverse. Bref, en tout cas, les match-up sur des latéraux vont être très compliqués avec Sané et Sadio Mané et Mo Salah. Avantage qui? Ce qui va être très cool quand même dans ce match-là, et moi je mets avantage réel pour un truc, c'est que quand on a vu sur la demi-finale face au Bayern, surtout sur le match retour, que c'était vraiment comme un match de Coupe de France, ça allait dans tous les sens, ça courait. Le Bayern a marqué combien de buts? C'est mieux qu'un match de Coupe de France quand même. Oui, mais je parlais vraiment du rythme où c'est dans les 20 dernières minutes, t'as l'impression que c'est du hurrah football. Sauf que là, on est en demi-finale retour de Ligue des Champions et qu'on a cette impression-là avec les meilleurs joueurs sur le terrain possible. Combien de buts ont encaissé le Real Madrid? Très peu. Et j'ai cette impression-là que dans ce style de jeu-là, le Real a cette force physique, mais aussi tactique à ne pas encaisser le Ramadan pour Sana. Vous avez compris? J'espère qu'il va pas le faire là. Il aujourd'hui ou demain. Salah, est-ce que ça peut jouer? Ça peut. Sur le Ramadan, on sait que tu peux. Il y a des jours où tu ne peux pas le faire et rajouter un jour après. Ouais, voilà, tu peux décaler. Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, et ce serait un argument de contre, on va dire, pour Tom. Mané aussi, d'ailleurs, il fait le Ramadan. Tu parlais de l'intensité tout à l'heure. Moi, j'ai quand même l'impression que sur les 30 minutes de la première période du match aller contre Manchester City, les 30 minutes d'intensité, de course à haute intensité, de combat à haute intensité, de pressing à haute intensité que nous a offert Manchester City, j'aimerais bien voir justement si le Real pourrait résister à ça. Et j'ai l'impression que s'il y a bien une équipe qui peut le faire, qui peut faire tomber ce Real en finale de Ligue des Champions, c'est peut-être ce Liverpool-là avec ces ingrédients-là. Est-ce qu'ils n'ont pas avec Ramos, Casemiro, les armes justement pour lutter là-dessus sur l'intensité? Et Navas aussi, parce que ce qui avait été impressionnant, c'était l'intensité, mais aussi l'efficacité. Tu mets 3 buts en 4-5. Tu vois, ils ont mis un coup de massue sur la tête de City direct. Et c'est là où, pour moi, l'avantage vraiment, il est pour le Real. C'est que dans les grands moments, le Real, il s'échappe jamais. Même quand ils sont dans la mouise, on se souvient contre l'Atlético, ils arrivent toujours à s'en sortir. Et encaisser peu de buts. Il y a un joueur qu'on cite pas, mais le véritable atout du Real pour moi, face au contre et la profondeur de Liverpool, ça sera Raphaël Varane. Je pense que c'est honnêtement le meilleur défenseur du monde pour couvrir la profondeur. C'est un mec qui est extrêmement rapide et qui sait lire le jeu. Et du coup, ils arrivent à se compléter avec Ramos, qui va plus sortir sur le ballon, le porteur du ballon, aux 40-45 mètres du but, et Varane qui lance la fusée derrière et coupe tous les contres. Alors moi, ce que je te dirais, c'est qu'il y a aussi un garçon en face qui s'appelle Firmino, qui adore attirer les défenses, qui a sur les côtés, vous en avez parlé tout à l'heure, Mané et Mo Salah, qui vont quand même super vite, qui peuvent faire énormément de différence et qui cadrent aussi. Ouais, c'est vrai qu'il voilà. Ça va être aussi. Mais alors, on parle dans ce sens-là depuis 5 minutes, mais de l'autre côté, Ronaldo, Benzema, Isco. Je parle pas de Bale qui peut rentrer en cours de jeu.
Est-ce qu'il n'y a pas Il là peut même le débuter, débat hein. Il peut débuter, hein, comme face au Barça. Liverpool, on parle beaucoup du trio d'attaque, donc à juste titre, ils mettent des pions, mais par contre, ils en encaissent. Et là, face à Ronaldo, quand tu as une défense qui encaisse des buts, en général, ben, t'en prends. Hein. Donc, c'est peut-être aussi là, c'est qu'il va falloir que Liverpool, tu sais, on dit souvent au foot, si tu encaisses un but de moins ou si tu marques un but de plus, là, je pense qu'il va falloir que Liverpool, ils sont plus dans un délire de marquer un but de plus que Madrid. Et là, la tâche se complique un peu. Pour reprendre un truc de Thierry Henry dans le doc sur Mbappé dans l'intérieur sport, là, de cette semaine, il parlait de Ronaldo. Il disait un truc très clair. Quand tous les feux des projecteurs sont sur un match, quand toute la terre regarde, c'est là où Ronaldo, même s'il n'y a pas d'occasion, va marquer, va être décisif. Et sur une finale de Ligue des Champions, dans une grande finale de Ligue des Champions, je suis persuadé qu'encore une fois, il va crever l'écran, ça va être le meilleur joueur. Donc ça va être enfin, pas forcément le meilleur joueur, mais en tout cas le plus décisif. Ça va être magique, mais alors justement pour vous, quel va être l'homme de la soirée? Salah? Est-ce que ça va être Benzema peut-être pour un peu d'actu en France pour quelques jours grâce à un match histoire de relancer le débat interminable. Et finalement, qui vous voyez l'emporter? Là, on voit déjà vos commentaires aussi, pas mal de gens qui croient en facteur X de Liverpool. Mais moi, je pense que c'est plus serré que ce qu'on veut imaginer. Oui, alors, c'est parce que le Real, déjà, c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant, 3 finales d'affilée, qu'ils ont une baraka incroyable. Mais cette année, Liverpool a une baraka incroyable aussi. Donc, je me dis, j'ai vu un 60-40. Ben voilà, je suis pas loin de dire ça. Et j'aimerais vraiment que Liverpool soit récompensé de cette belle saison européenne. Si Liverpool venait à l'emporter, je pense qu'il y a 2 personnes, ou au moins 3, dont on devrait parler en plus, bien sûr, du trio de devant. Ce serait forcément Van Dijk, parce que cette équipe de Liverpool a beaucoup souffert sur le point de vue défensif, et son arrivée cet hiver n'a pas tout réglé, mais fait du bien, et a fait du bien aussi également à Lovren, qui semble être un petit peu moins en difficulté, même s'il fait encore quelques boulettes. Et forcément, il y a 2 garçons dont on n'a pas parlé, il faut absolument en parler. C'est des garçons sur les côtés, notamment Robertson, qui fait une saison absolument incroyable, et puis Alexander-Arnold aussi. C'est quand même les 2 meilleurs centreurs de la Première Ligue. Attention, même si on sait que de la tête, dans les duels, le Real est toujours aussi souverain, mais il faudra faire attention. Robertson qui était, si je dis pas de conneries, en 2013, sans emploi, qui avait même pas de club et qui se retrouve là à jouer une finale de Ligue des Champions, c'est les histoires comme on les aime. J'ai du mal, même si j'ai envie peut-être de voir l'hégémonie du Real s'arrêter, j'ai du mal à les voir ne pas gagner ce match. Si on compare les 2-11, mis à part Salah qui peut avoir une place peut-être au vu de sa forme actuelle, il n'y a aucun joueur de Liverpool qui peut prétendre à une place de titulaire au Real Madrid. Et puis il y a l'élément Cristiano Ronaldo qui va jouer sa 5e finale de Ligue des Champions, qui en a déjà gagné 4 et qui a déjà marqué dans 3 des 4 finales. C'est un mec des grands rendez-vous et il va répondre, surtout que là, le Ballon d'Or peut lui être... attribué rien sur ce match. Ça de la Coupe du Monde, mais alors en un mot, rapido, vos pronos justement pour cette finale de Coupe d'Europe, Liverpool ou Real Madrid? On n'est ni pour le Real ni pour Liverpool, sincèrement. J'ai envie de voir, tu sais, les grands matchs, les grandes soirées. On est tous là. Les soirées irrationnelles. Ouais, complètement, tu sais. En plus, cette campagne de Ligue des Champions nous a franchement régalé comme rarement j'ai souvenir d'autant de péripéties. Donc j'aimerais, moi, tu vois, un feu d'artifice, on espère tous, je sais pas, un 3-2 à la dernière seconde. Et j'imagine, si j'avais 10 balles à mettre, et on les mettra dans la séquence d'après, sur le Real Madrid. Moi, je vois une victoire du Real plutôt nette, un 3-1, parce que Liverpool marquera quoi qu'il advienne. Moi, c'est marrant, je vois un match, je sais pas pourquoi, je vois un match serré, peut-être parce que les références ont fait qu'il y a eu des matchs, soit des gros cartons, soit des matchs serrés entre les 2 équipes. Je vois une victoire, allez, je vais dire 2-1 j'ai envie de dire de Liverpool, mais je pense que ce serait une victoire 2-1 du Real quand même. Liverpool en finale, il y a toujours des histoires. Il y a une magie tout le temps avec ce club. Il y a un truc spécial. Alors, ils y sont pas tout le temps. Mais j'ai envie de dire Liverpool 2-1 sur un match un peu fou. Et Keylor Navas va peut-être pas toujours faire des finales et des matchs décisifs incroyables. Ah non. Donc voilà, j'ai envie de voir, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours un truc magique. Souvenez-vous, cette finale face au Milan 3-0 à la mi-temps. Liverpool, il y a un truc magique, tu vois. Leur truc, il marche jamais tout seul. Et tu parles de truc magique, il y a un élément qui est drôle, c'est que quand un club anglais gagne la finale de la Cup, quand Francfort gagne une Coupe d'Allemagne, et ben Liverpool gagne une Coupe européenne. C'est un truc qui se répète. C'est pas le même truc avec le pape qui est mort et tout, qui meurt. Il y a un mariage princier aussi. Ah oui, mariage princier. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et le pape qui meurt et Liverpool qui va au bout, un truc fou comme ça. Le pape, il a sorti les chartes du Real. Et quand je me lève avec le cul qui gratte aussi. Il gagne pas tous les matins, lui. Avant les pronos PMU, avant Manu, tu descends avant l'interrogation surprise. C'est le moment de se faire le récap de la semaine vue des réseaux sociaux. C'est signé Oh My Goal.
Pronto. Watch this, really got no chance. I'm on designer waves, I got designer taste. I'm on designer waves, I got designer. Oh yeah, déjame curarte este mal de amores. Me duele verte llorar. Oh yeah, él te trata mal, yo te traigo flores. Dame una oportunidad. Él te jura un falso amor, es un abusador. Only the person that will come here, they will understand the feeling. So I hope the people that never been here yet, they will want it one day. So, beautiful place, beautiful. And the feeling is, I cannot even explain to you, unexplainable. It's just, inshallah, you're gonna come one day. Salam. Après ce très bel hommage à Iniesta et ce zapping signé Oh My Goal, tout de suite c'est le moment de se faire de l'argent avec la First Team, les pronos PMU. Il y a des bons coups à faire. Les bons coups à faire comme d'habitude avec la First Team, sauf que la Ligue 1 est terminée, les championnats également, et donc on se focalise sur cette finale de Ligue des Champions, Thomas. Ouais, tout à fait. Alors, il n'y a qu'un seul match ce week-end, il n'y a pas de Ligue 1, vous avez bien compris. Donc, on va parier 5 balles sur 4 petits paris qu'on va se départager tranquillement. C'est tout simple, on en a parlé au tout début, mais la cote du Real Madrid est à 2,10, pendant que celle de Liverpool est à 3,90, un truc comme ça. Ouais. Donc, je vous pose la question rapidement, même si on a tous mis Real, est-ce que c'est 5 € bien mis les 5 balles sur le Real? Toujours. Oui, je pense. Sécurité, plat du pied. Non, c'est quoi sécurité, plat du pied? C'est ce qu'on disait hier. Quoi qu'il arrive, s'il gagne cette Ligue des Champions, ce sera pas une surprise non plus. Quoi. Alors, quel joueur marquera au moins un but? Sergio Ramos 9,50 les gars. Ouais, 9,50. Ça se tente. Ça c'est la méga cote. Sergio Ramos c'est le mec le plus clutch de l'histoire du foot. Il faut le mettre et sinon on a mis Mo Salah. Mo Salah est à 2,10. donc ça vaut peut-être le coup, j'imagine. Mo Salah, vous pouvez mettre aussi Ronaldo, mais c'est moins intéressant en termes de cote. Firmino, là, combien ça cote? Je suis sûr, je le vois bien mettre un but de Rataga, tu vois. Il a mis il a de très bonnes stats, pardon. Si t'as 100 € à mettre, tu peux mettre sur tous les joueurs attaquants. J'ai mis 1005. Marcelo, 1005 €. Plus ou moins de 3,5 buts marqués lors de cette rencontre, qui en effet, on vient de l'en parler dans le débat, pourrait être un feu d'artifice. Bon, c'est quasiment le pari le plus simple à faire au final, parce qu'on sait que c'est deux équipes qui vont marquer, qui vont de l'avant, qui vont aussi encaisser des buts, donc il faudra en remettre un derrière. Plus 3,5 buts, cote à 1,83. Ouais. À l'arrivée, ça fait 4 paris de 5 €, 20 € et vous récupérez 77 €. Voilà, on l'a joué un petit peu plat du pied sécurité. Mais bon, un peu avant la Coupe du Monde, on s'est dit qu'on vous faisait une petite fleur comme ça avant de se lancer dans les pronos 77 €, ça te fait à improbables. peu près quoi? 7, 8 pintes, 9 pintes. Bon, voilà, tu peux rentrer chez toi un peu fatigué, quoi. Un peu fatigué et bien hydraté. C'est important avec la First Team d'en parler ensemble. Tout de suite, après les pronos, après le grand débat de la récréation, eh bien, c'est une chronique tant attendue, celle dont on nous parle souvent. Les gens attendent en bas de chez Webedia après l'émission Les femmes, pour nous surtout. parler, surtout les femmes. Peut-être pas pour parler de la chronique, à vrai dire. En tout cas, Manu a des choses à dire sur ces barrages Ligue 1, Ligue 2 et ce football corse.
Alors Manu, cette semaine, en effet, tu as regardé Ajaccio-Le Havre, tu as regardé Ajaccio-Toulouse parce que ta vie est passionnante. Et du coup, tu t'es dit, il y a quand même un hic avec le football corse, alors dis-nous tout. Ouais, j'ai même aussi regardé Grenoble-Bourg-Péronin, enfin Bourg-en-Bresse, ouais, voilà. Et justement, les amis, moi, c'était pour vous dire que quand même, en début de saison, j'attendais ces barrages avec impatience. Et au final, il en a échappé pas grand-chose. Des enceintes vides après les débordements, notamment du côté du Stade des Alpes et de François Coty. Des matchs sans relief, sans spectacle, où le niveau est descendu bien bas. Bref, un véritable traquenard qui partait d'une bonne intention, mais qui s'est révélé dramatique à plus d'un titre. Et si Toulouse semble avoir plié l'affaire et que rien n'est fait entre Grenoble et Bourg, une seule chose aura retenu l'attention de tout le monde, bien évidemment, le match Ajaccio-Le Havre, sorte de remake de Die Hard 4, avec cette fois-ci Olivier Pantaloni dans le célèbre rôle de John McClane. Bien évidemment, des polémiques qui ont largement dépassé le cadre du football. Et on ne peut pas dire que la qualité du spectacle proposé sur les terrains n'ait vraiment relevé le niveau. Mais alors Manu, y a-t-il un problème avec le football en Corse ? Comme le rappelait Le Monde lundi sur son site, la Corse est sans doute une des régions en France où la passion du jeu est la plus forte, ou celle où le nombre de licenciés est le plus grand si on le rapporte bien sûr à la population. Le foot en Corse est aussi un miracle permanent, celui d'une ville de 45 000 habitants, Bastia, qui a quand même vécu une finale de Coupe d'Europe, celle également d'une ville de 70 000 âmes, Ajaccio, qui a 2 clubs dans la sphère professionnelle, des clubs pas très riches, en déficit de structure, mais valeureux et compétents. Et puis également, ça c'est quand même à rajouter, si le sujet du folklore agite les débats depuis plus de 20 ans, à ce jour, aucun travaux scientifique ni aucune étude sociologique n'existe sur le supporterisme en Corse. Tous les joueurs passés par Ajaccio et Bastia, recrues ou adversaires, s'accordent à dire que l'atmosphère autour des matchs est singulière, parfois particulière. Pour l'historien et expert de la question, Didier Ray, la culture ultra à l'italienne s'est imposée sur l'île de Beauté au début des années 90. Mais si ta question, Thib, c'est y a-t-il plus de problèmes ailleurs, enfin en Corse, par rapport, on va dire, à ailleurs, un peu. Eh ben, c'est un fait statistique. Cette saison nous a montré que non, les débordements ont existé à Grenoble, à Saint-Étienne, à Nîmes, à Brest, à Lens et même au Havre, et prouve surtout que le foot est aussi le reflet d'une société où le ton se durcit. Alors à qui la faute au final ? Les fautifs sont nombreux. En premier lieu, il faut condamner la trentaine d'abrutis qui ont caillassé le bus havrais et proféré surtout des insultes racistes, des insultes complètement débiles. Une minorité qui fait passer l'ensemble des Corses pour des sauvages et n'a rien à voir avec les mouvements nationalistes qui ne se sont jamais vraiment intéressés au football, en tout cas sous le prisme social. Il faut souligner l'échec des pouvoirs publics, des pouvoirs locaux, incapables de faire parcourir plus de 5 km au bus havrais, condamner l'envahissement, les violences en tribune si elles sont avérées puisqu'il y a une enquête en cours, et l'attitude même des assaillistes qui connaissent les règlements, la morale et ce qui est à proscrire sur un terrain. Et à ce titre, l'ACA a payé le juste prix auprès d'une LFP dépassée. Ce qui est tout aussi condamnable et peut-être même encore plus, c'est le schéma victimaire systématique et l'argument cette semaine du 2 poids 2 mesures ou du racisme anti-corse qui en a rajouté une couche. Didier Ray, encore lui, fustige une tentative de récupération politique sur place qui met en danger les clubs corses et nuit au dialogue avec le continent et les instances. Le communiqué du Sporting Club de Bastia en est le parfait exemple. Bref, refermons vite cette page de barrage et recommençons à parler football. Alors justement, Manu, quand même, je te relance sur la situation parce que je vois que dans les commentaires, ça anime vraiment, c'est clivant la Corse. Est-ce qu'il y en a même un Lyonnais qui disait la Sécu, j'ai été à Ajaccio à un match, la Sécu nous insultait. Est-ce que c'est différent vraiment d'ailleurs ? Est-ce que il y a un... Enfin, je sais pas pourquoi il y a un problème. Il y a ce que il est corse, Manu. Hein. Non, mais ouais, je suis corse d'origine. Après, tu vois. C'est bien de le dire quand même. Je grandis, ça fait 20 ans que j'habite à Paris, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a une atmosphère particulière, il y a une passion particulière, il se passe des choses. Moi, tu vois, par exemple, l'an dernier, dans mon village à côté de Bastia, les mecs sont partis manifester parce qu'il y avait des dépôt de bilan du Sporting Club de Bastia. C'est des choses qui arrivent rarement quand dans une ville, sur la place d'une ville, t'as tout le monde, il y a une vraie passion. Il y a aussi, si tu veux, l'instinct insulaire qui veut montrer de l'hostilité à la personne qui vient en déplacement supporter ou jouer pour l'équipe adverse. Ça, c'est une réalité. Après, qu'il y ait plus de problèmes en Corse qu'ailleurs,
Non. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas condamner ce qui s'est passé, qui est absolument horrible. Et je pense malheureusement que tout ça a été pris dans un contexte politique assez compliqué entre la France et le continent, du fait d'un pouvoir local en place actuel qui voudrait plus d'autonomie ou aller vers plus d'indépendance et qui a essayé de récupérer le football. Alors comme j'ai dit dans la chronique, les nationalistes n'ont jamais essayé de proliférer à travers le football où on fait plus de mal au club. En tout cas, c'est dommage que ce soit aussi violent sur les réseaux sociaux, cette haine-là que ça a dégagé à cause de ces matchs de foot. Ça va un petit peu loin. Nous, justement, on calme le jeu. Il nous reste quelques minutes dans cette classe foot cette semaine. Alors, c'est le moment de s'amuser. C'est le moment de remporter la perruque équipe de France si vous avez toutes les bonnes réponses. Sinon, c'est Erwan qui va la porter. Donc, vous avez intérêt à avoir toutes les bonnes réponses. J'espère que vous n'aurez pas toutes les bonnes réponses. Comme ça, j'aurai une petite coupe de cheveux. Je pourrais peut-être recommencer à rencontrer quelques jeunes filles. Tout de suite, c'est l'interrogation surprise. Allez, comme chaque semaine, on démarre le quiz avec les qui est, des photos floutées. À vous de trouver qui est qui. Et puis on terminera par de qui suis-je pour savoir quel footballeur se cache derrière mes définitions. On démarre tout de suite avec des quiz qui seront pendant un mois et demi. La Coupe du Monde, bien sûr. J'essaye de vous trouver des photos sympathiques. Là, je vais faire simple par rapport à la semaine dernière où il y avait des pêcheurs, des chasseurs, des grutiers, qui étaient tous footballeurs d'ailleurs. Là, on va faire avec les champions du monde. Champion du monde 2014. Qui se cache derrière ces trois têtes d'Allemands? Bien sûr, la Mannschaft. Alors, c'est de la vitesse. Hummels, sûr. Vous avez dit qui? Reus, non. Hummels, non. Götze, non. Ah merde. Attends. Là, il y a Mertesacker. Qui a dit Mertesacker, un point du côté de bravo. Max. Parce que là, on n'a aucun indice, pas un numéro et tout. Alors, il y a Podolski peut-être, non? Parce qu'on le voit T'as pas dit sur qui la au tout photo. début, Tom? Reus. Non, c'était pas lui. Il y a un milieu offensif. Kroos, ouais, bien vu. Qui dira, on le voit. Tony Kroos. Tony Kroos, vous l'avez juste avant. Ouais. Il y a deux joueurs qui évoluent en Allemagne. L'un est passé Schurrle. par Schurrle. Ah ouais, Bonne bien vu, réponse. ouais. Schurrle, tout a été donné. Ouais. Sur-le sur la tête de ta mère. Ça passe tout seul. Merci Sully. Merci Sully. Ça fait 2-1. En Espagne, en 2010, il y a eu un titre qui a été fêté. En France, on a fêté Naïsna. Eux ont fêté un titre de champion du C'est monde. 2010, hein, ça. Ouais. Il y a C'est Senna. 2010. Non? Senna, Avec le t-shirt. David Villa. Non. Senna, c'était réalité? Non, Non. non, t'avais pas. Il y a Marco pas Senna. Marco Senna. Mais oui, mais oui. Non, il n'y a pas Mais il Marco était pas en Senna. 2010, il était en 2008, je crois. Ah Reina. oui, non, t'as raison. Reina. Il n'y a pas Reina. Non. Il y a un défenseur Ah, central. Valdés. Valdés, bonne réponse. Ouais, Valdés. Ramos. Il y a Ramos, bonne Ouais, réponse. C'est deux. Piqué, oui. Et il y a un milieu défensif Xabi emblématique, Alonso. Xabi Alonso. Ouais. Oh là là Eh, là. Ramos, il a un t-shirt Je avec vois sa rien, tête moi. dessus, non? trop Avec loin. sa propre Non, tête. non, Non, mais vraiment, Ouais, c'est regarde. vrai. Il a sa trop propre de tête mecs, en sur fait, son ouais. Pour t-shirt, ce s'essuyer les gars. cheveux, pour s'essuyer les cheveux. Ouais, pourquoi pas, écoute. Beaucoup là sur l'Espagne, ils ont été très forts, Tom et Max qui ont donc 4 points d'avance. Mais vous savez, dans cette classe foot, ça se rattrape, ça se rattrape. Mais oui. Italie 2006. L'Italie qui bat la France, l'Italie Camorresi. Oh là Et là. Camoranesi. Et Tony. Luca Toni, Tony. exact. Et Tony, le- c'est alors, juste le aussi. c'était qui Il reste un joueur, un Chiesa, milieu de c'est Pas Del terrain. Piera ou le Zambrotta. Hein? Non, numéro Non. 20. Ça finit en A également. Perrotta. Est-ce que vous l'avez dans les Perrotta, commentaires? ouais, Perrotta, il est chaud, Perrotta, il est chaud, bravo. hein, les années 2005-2015, il est là. Bravo. Il est là, le Max. Quel traumatisme cette finale. Non, à peine. Brésil-Allemagne, c'était en 2002 la finale, victoire du Brésil. Qui sont ces Brésiliens? Rivaldo. Ouais. Qui? Rivaldo. Dunga. Rivaldo égalité, on attribue pas de Dunga en points. 2002. Non. Non, le 8, c'était César qui? Sampaio. Denilson. Denilson, c'est faux. Mais non, Gilberto. Gilberto Silva. C'est faux. Ah, Non, bien. Juan, le 5. Juan, c'est faux, le 5. Ah non, Non, c'est c'est quatre. Luciano. Non, Lucio. Lucio, d'ailleurs. on Eh dirait. ben non, eh ben non. Laurent Luciano, tu voulais dire Le numéro 5. Laurent Luciano de la Funky Family. Emilson. Oui, Ah, bravo, ouais, c'est des bien vu, chauds. bien vu. T'en prends Et feu, le mon 8, gars, là. et le 8, Et le 8, C'est pas Gilberto Silva, c'est sûr. Non, il y avait peut-être le 19. Ah non, c'est Arsenal. Le 8 est passé Kaka. par la Rien, France. c'est bon. Quoi? Ah, Juninho. Ah, c'est pas Julio Batista, Le non 8 Non, a passé 6 mois en France. Non. Quoi? Le 8 porte la Vampeta. moustache. C'est Vampeta. Oh, Ah, je me rappelais plus. Vampeta, il est en 2002. Eh oui, eh Mais non, oui. c'est Gilberto C'est Silva. Gilberto Silva. Ouais, ouais, c'est Merci Damien. De toute façon, on l'a quand d'avoir, même pas. Non, cité c'est la mauvaise Gilberto Silva. personne. hein. Parce Et le- que j'avais Si, écrit si, c'est Gilberto Vampeta, Silva. mais en effet, Vampeta était affiché en haut à droite. Ah ouais, vous il le est à voyez droite. avec sa Ouais. moustache. Oui, non, c'était. Ouais, il J'ai pas régale. fait hein. attention. Mambo En effet, Mama Five. Lui aussi, il a laissé des souvenirs Vous apparemment. pouvez enlever un point et déchirer Mais si, le on l'avait point. dit, on l'avait dit. Ils l'ont dit en premier. Ils l'ont dit, Gilberto ils l'ont dit Silva. avant nous. il était ouais, ils l'ont dit affiché. avant nous. Putain, 10. Oui, mais on avait dit quand même Vampeta, Gilberto Silva, bref, on a tout dit, t'inquiète. Ouais. C'est pour nous, vas-y, envoie les points.
Ah bah là, t'en as. De toute façon, c'est fini. Préparez la J'ai période, rempli la besace. Hein. Puisque vous êtes fort sur les champions du Juaninho. monde, puisque vous êtes fort sur les champions du monde, on va voir si vous êtes fort sur la Coupe des Confédérations de 97. Bon, d'accord, ok. Ah, ouais. Ah oui, si ça va, 97. La Coupe de Méditerranée des moins de 13. Mais arrête, 97, Il y c'est a à Lyon. Sébastien qui est en CM2. Romario. Attends, Bébéto, non Ronaldinho, c'est Ah, Ronaldinho. il a fait n'importe quoi. C'est pas ça. Quand je t'écris Smisser, tu Ah fous ouais Smisser. C'était Smisser qui était marrant à trouver. À côté, bon, allez-y. Vous Ouais, avez... c'est Romario. C'est Bébéto, Romario, non bien Bah sûr. oui, Ah, Romario, ah oui, je suis bête, ouais. Ah, Romario, il est en 97, mais il fait pas la Coupe du Monde. Mais non, c'est il ouf, se blesse ça. juste avant la Il Coupe est du juste Monde. blessé, ouais. putain, c'est ouf. Quand il pleure en conf. Ah oui, c'est vrai, quand il pleure. C'est 98, ça. C'est 98. Je lui mets Et quoi on revient plus tôt pour 2 mois qu'Erwan avant, non chope quelques points des joueurs de sa génération. Fin des années Non, mais là, 80. c'est pas une histoire de génération, c'est une histoire de vue, de myopie, gros. Quel est cet attaquant de pointe qui a ravi la Klinsmann. Serie A? Klinsmann, voilà, bonne Jürgen. réponse. Et la, Alors même, voilà, il y a une photo, un joueur, je peux me projeter. et la même année à l'Inter de Milan, quel était l'autre star? Lothar Matthäus. Bonne réponse. Bravo. Voilà, qui valait 4 points à chaque Quand réponse. je me dis qu'il y a eu une bascule au moment donné, j'ai arrêté vraiment de Tu suivre peux le les foot. remonter. Voilà, encore. Voilà. 8 points, Bravo. 8 points pour Ouais, Erwan mais et la Manu. 11 en direct, hein, t'embête pas. Il y a un arbitre, monsieur Dupont. Je rêve. Tout de suite, les qui suis-je? Chaque bonne réponse. Attends, c'est qui le troisième joueur là du coup? Ouais, on va faire les mains. Brême. Ah ouais, Brême. Andreas Brême, c'est Le frère de Werder. Eh oui, il Pas en mal, faut, pas mal, il en pas faut mal. pour Ouais, toutes ça les marche. écoles, pour toutes J'aurais les pu générations. t'afficher, mais non. Toutes les générations Sur dans le la, but, là, classe, tu m'as régalé. dans la classe foot. Tout de suite, donc les qui suis-je pour se départager, c'est serré, il y a 11-8, vous l'avez vu. Qui est-ce? Qui suis-je désormais? 2 définitions, 2 joueurs à trouver, on démarre. Comme le 113, je suis né à Vitry. Ouais, bon. Excellente intro. Je suis un fonceur, 5 sélections, pas réserviste. Menez. Menez, ouais. Je ne suis pas réserviste pour cette Coupe du Monde 2018, la haine. À 32 piges, j'ai fait la France, j'ai fait l'Allemagne, j'ai démarré à l'INF Clairefontaine, Modeste. qui m'a façonné Modeste. à tel point que des clubs comme Manchester United me voulaient. Eh ouais, la classe les gars. On me comparait à Thierry Henry. Bellion. Eh ouais. À la place, j'ai côtoyé John Utaka et Jacques Fati, pas pareil, sans recul les gars. Piquion. C'est Vaïd qui m'a lancé en Ligue 1 en 32 ans, 2003 au Parc des Princes. Il me lance, bam, Parc des Princes en 2003. Quoi? Mais pas avec le PSG, Ouais. avec Rennes. Avec Rennes. 9 buts, 8 passes décisives en fin de saison 2007. Je suis deuxième meilleur espoir du championnat derrière Samir Nasri. Hein? C'est Domenech qui lance ma carrière en bleu. Mdila. Mais en 2009, bim, choc à l'entraînement avec Carasso, entorse du genou, Ah non, rupture des comment il ligaments. s'appelle, Erwan, lui il faudra que tu fasses gaffe Le à mec ton là, entorse d'ailleurs. qui est tout le temps blessé là, l'enfoiré. Diaby. Non, non, non. Pjanic, Bastos ou Lisandro ont aussi été mes coéquipiers. Eh ouais, j'ai pas Oh, joué putain. qu'avec de la merde. Et c'est pas Piquion. Aime bien. Malgré Non, mon non, transfert c'est avorté au français. PSG. Ah, Eh ouais, français. j'avais été annoncé au Mais ça, PSG. mais si, c'est ton gars là. J'ai rebondi C'est- haut Mais et si, fort. c'est Payet. putain. Pas mon Non, gars. c'est l'autre Mais là. non, c'est qui? Non, non, pas du tout Payet, c'est Terre n'importe quoi. d'accueil, de grandes années à l'Olympique Lyonnais. J'ai bien fait de Ah signer à non. l'OL plutôt qu'au Je suis pas PSG. français. Et puis en Allemagne. Regarde pas toi là-bas là. Allez, affiche-nous pas, le gros. wiki, puisqu'il ne trouve Bah attends, pas. c'est qui? Regardez pas. On regarde que en haut. Attends. Ah non, Stade Rennais. une Ah non. saison et Brillant. puis s'en va. Tu Trois es buts. brillant. Ah, ouais, on putain. l'a vu, ouais. Bravo, Bonne tu es réponse. brillant, mais Ah oui. oui. Un point. Dramatique. Putain. Putain, Il a cru 32 ans. Ça fait 12-8. Eh, il a la c'est cape depuis merde 3 noire. ans. Ça fait Putain. 12-8 pour le clan Il est de vitrine. Max Ouais, et Tom. apparemment. Bravo, Le bravo. dernier Max. qui suis-je vaut 4 points. l'INF Clairefontaine avec Parce qu'il est Bah très oui, dur à oui. trouver. Le dernier qui suis-je vaut 4 points. L'égalisation, Oh, la allez, prolongation derrière ou la victoire. On le saura tout de suite. L'escroquerie. Ouh, la victoire, on aurait dit Pierre Fula. Ah oui. Merci pour lui. Champion du monde, mon frère. Ou plutôt, mio fratello. Ah. J'ai 38 ans, mais j'ai côtoyé Del Piero, Trezeguet. Dilivio. Quelle vie, les Camoranesi. amis. Alors que j'ai commencé à Padoue en série B. J'étais là au bon moment, au bon endroit. Marcelo Lippi en 2006 commence à faire Zambrotta. appel à moi. Je suis là en 2006 pour cette Coupe du Monde. 5 matchs, un but Villarreal. qui me permet derrière un an plus tard de signer à la Juve. Oui, Guardiola. Non. Non, non, c'est pas lui. Je suis Amauri. fort. Amauri. Il y a Quinta, il y a Quinta, il y a Oh, Quinta. bonne réponse. Et on l'emporte. Et il y a Quinta.
pourquoi je parle de Iaquinta aujourd'hui? Parce que l'anti-mafia a réalisé une enquête. Coup de filet sur la mafia calabraise. Iaquinta pourrait prendre 6 ans de prison. Son père 19. Il était dans de mauvais draps. Il a fait l'actu cette semaine. Vincenzo Iaquinta, 38 ans. Il pourrait donc finir en tôle après avoir été champion du monde en 2006. La belle histoire. On termine cette casse-foot. Bravo. Voilà, merci Erwan, bravo Manu. Merci à tous. Merci les gars. Ils ont sauvé l'honneur à quelques points près. On va dire qu'il y a match nul. En tout cas, on n'aime pas la défaite. On termine sur un nul. Merci Max, merci. C'est Real Madrid en face, toujours avec l'aide de l'arbitre. Et merci la régie, Sully. Damien, merci, malgré le foutage incandescent, le foutage bizarre de cette semaine, on s'en remettra. Et merci à toi, Polo, pour ton aide cruciale dans cette émission. Merci à vous pour tous les commentaires, les messages. Tout de suite, ça continue sur le stream et sur la chaîne de la classe foot.